Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Au lendemain de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement pour faire passer la loi Macron, on parlera des conséquences de cette décision pour la suite du travail parlementaire. Au Sénat, le texte sur la transition énergétique est toujours en débat et notre reportage ce soir nous emmènera à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où une filière de chauffage au bois a été développée, fournissant un quart des besoins de l'aéroport. Et le débat de ce soir portera sur les mesures antiterroristes à mettre en œuvre après les attentats de début janvier, et notamment à l'équilibre à trouver entre libertés individuelles et sécurité. Alors que le gouvernement a été contraint d'utiliser hier le 49.3 pour tenter de faire passer la loi Macron à l'Assemblée, le texte arrivera ensuite au Sénat. Quel accueil va lui être réservé? Élément de réponse avec Quentin Calmet. Pas d'hystérie, moins d'électricité, mais une bataille sur le fond et de belles passes d'armes en perspective. On est en train de se préparer à mener une bataille là aussi, pied à pied, pour ne rien laisser passer. Parce que ici, en plus, on le sait, la droite va encore durcir ce texte. Donc ça va être une bataille, je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans quelques semaines en séance. Car c'est encore l'heure de fourbir ses armes. La commission spéciale auditionne économistes et chercheurs. Pas de débat de fond, même si centristes et UMP entendent s'approprier le texte. Je crois que M. Macron est allé au milieu du gué. Il fait un pas, mais qui est un pas insuffisant. Et que cette loi qui est dite une loi de croissance, en fait, n'aura pas l'effet attendu. Et donc, tout notre questionnement, c'est comment faire pour que demain, le Sénat puisse modifier ce texte, s'en emparer, et faire que cette loi soit vraiment une loi contributrice pour la croissance. Travail le dimanche, privatisation, le projet de loi a de quoi séduire la droite, mais les sénateurs de la majorité sénatoriale n'entendent pas en rester là. Ça tient par exemple à l'assouplissement des 35 heures pour améliorer la compétitivité des entreprises. On essaiera aussi bien évidemment de proposer des mesures pour améliorer l'accès au marché du travail, mais aussi pour simplifier la vie des entreprises en rehaussant les seuils, en revenant sur le compte pénibilité. Autant de mesures qui seront des mesures concrètes. C'est toute la loi Macron qui pourrait être ainsi modifiée, alors qu'elle était issue d'un subtil équilibre à l'Assemblée nationale. Je dis à mes collègues de droite que s'ils sont pour la réforme, eh bien ils doivent faire un travail constructif pendant les 40 heures que nous allons consacrer en commission spéciale et les nombreuses journées que nous passerons et les nuits en séance. Insuffisant pour les uns, travail constructif pour les autres. Emmanuel Macron pourrait regretter que le 49.3 n'existe pas au Sénat. Et ce fameux article 49.3 de la Constitution, qu'implique-t-il exactement? J'accueille pour en parler Faustine Saint-Geniès, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, quelles conséquences quand le gouvernement dégaine le 49.3? L'article 49.3, c'est un outil à disposition du gouvernement quand il n'est pas sûr d'avoir une majorité, qui implique qu'il n'y a donc pas de vote à l'Assemblée nationale. Donc concrètement, le texte est considéré comme adopté, sauf si le gouvernement est renversé par une motion de censure. La motion de censure, c'est ce qui va être examiné justement demain à l'Assemblée nationale. Alors, elle a assez peu de chances d'être adoptée. C'est un scénario qui est quand même très, très improbable. Mais l'article 49.3, alors il s'applique à tous les examens d'un texte à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat. On l'a entendu dans le sujet, parce que le Sénat ne peut pas renverser le gouvernement. Donc, il y aura bien un examen et un vote au Sénat. Concrètement, les conséquences sur le travail parlementaire, l'agenda parlementaire à venir? Alors, sur le projet de loi Macron, il n'y en a pas vraiment. Alors, à l'Assemblée, oui, on l'a vu. Mais pour le travail du Sénat, non, on a déjà un groupe de travail qui œuvre sur ce texte, qui mène des auditions. Ça va juste retarder un peu l'officialisation de la commission spéciale, l'officialisation de ce groupe de travail en commission spéciale. Ça devait avoir lieu aujourd'hui. Bon, ça aura lieu à la reprise des travaux parlementaires le 3 mars, mais ça n'entrave pas du tout son travail de fond. On aura cette commission spéciale officielle qui va examiner les amendements les 15 derniers jours de mars, arrivée du texte en séance publique le 7 avril, et puis on espère un vote solennel au Sénat début mai. Ça ne risque pas non plus de faire d'embouteillage avec d'autres gros textes, comme la loi NOTRe, la loi sur la réforme territoriale. En revanche, ça risque de bloquer certains textes qui étaient dans les tuyaux, qui étaient à l'état d'idées, parce que l'article 49.3, c'est un fusil à une seule cartouche. Le gouvernement a décidé de la jouer sur ce texte-là. Cela risque d'enterrer d'autres textes clivants, comme par exemple la réforme du marché du travail, qui devait être portée par François Rebsamen. Merci Faustine.
Et cette détermination du gouvernement, est-ce qu'elle est liée aux demandes insistantes de Bruxelles d'accélérer les réformes en France? C'est l'avis de certains économistes et politiques, alors que l'Europe décide dans 10 jours si elle sanctionne la France pour ses dérapages budgétaires. Les explications signées Cécile Sixou. Nous allons continuer à réformer, c'est le besoin du pays. Continuer à réformer, la réforme. Aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'un mot à la bouche, réformer. Et pour cause, si le Premier ministre veut à tout prix faire passer la loi Macron, c'est que ce texte contient les mesures promises à Bruxelles pour régénérer la croissance française. La loi Macron est là pour permettre une plus grande flexibilité et dire regardez, en France, nous faisons des réformes structurelles, donc on va un peu moins vite dans la réduction des déficits. Et est-ce que la loi Macron suffira à satisfaire Bruxelles? Ça, il faudra attendre le mois de mars. Une loi qui donne des gages de bonne conduite économique et qui permettra au gouvernement de gagner du temps. Car dans 10 jours, Bruxelles doit se prononcer sur les finances publiques de la France. Michel Sapin aurait d'ailleurs envoyé une lettre où il fait la promesse de réduire le déficit de 0,5% cette année. Un gage supplémentaire et il en faut. Aujourd'hui, le pays est loin des 3% de croissance voulus par Bruxelles. Et nous avons demandé aux internautes de notre partenaire l'Obs si, selon eux, Manuel Valls a encore une majorité pour gouverner. Ils répondent non à 61%, alors que 33% pensent le contraire, sur un total de 258 votants. Du nouveau, dans l'affaire de la profanation du cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin, le procureur a réclamé la mise en examen des 5 jeunes arrêtés lundi et le mobile antisémite apparaîtrait finalement clairement dans ce dossier, les jeunes ayant effectué des saluts nazis lors de cette profanation. Suite au Sénat de l'examen du projet de loi sur la transition énergétique, les sénateurs ont adopté plusieurs mesures sur les éoliennes et notamment une distance minimale d'1 kilomètre de toute habitation pour les futures installations. Une transition énergétique qui passe par des initiatives individuelles ou d'entreprises. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a par exemple développé une filière de chauffage au bois qui fournit un quart des besoins de l'aéroport. Un reportage signé Pauline Dame. Impossible d'échapper aux griffes de cette étrange créature. Des tiges comme celle-ci, elle en avale des dizaines de tonnes par jour. Malgré les idées reçues, ces coupes maintiennent la forêt en bonne santé. La densité était trop forte et on va enlever une partie des arbres. C'est des bois, on le voit, hein, qui sont d'un faible diamètre, où il est difficile effectivement de préparer d'autres produits bois que du bois à destination de l'énergie. L'intérêt du développement de la filière bois-énergie, c'est aujourd'hui de pouvoir valoriser ces arbres qui auparavant n'avaient pas de filière de valorisation. Une fois coupés, les arbres sont broyés, puis transformés en copeaux de bois. Chaque jour, ces camions font les va-et-vient entre la forêt de Compiègne et les chaufferies situées dans un rayon de 50 km. Celui-ci se rend à l'aéroport de Roissy. Dans chaque camion, 25 tonnes de bois. Une cargaison vendue 1 500 €. L'hiver, ça va de 20 à 30, voire 35, jusqu'à 40 camions par semaine. En une journée, ces énormes chaudières engloutissent en moyenne 130 tonnes de bois. La température se situe aux alentours des 700 degrés. Elle permet d'abord de sécher le bois et ensuite de faire la combustion. Les cendres sont récupérées principalement sous le foyer et sont acheminées vers des bennes pour faire de l'engrais en fait. Les fumées et les particules sont absorbées par un système de double filtrage. Un réseau qui couvre un quart des besoins énergétiques en chauffage et eau chaude de l'aéroport. Une démarche écologique dont se félicite le directeur de l'aéroport de Roissy. On fait une économie de 18 000 tonnes de CO2 par an à peu près grâce à cette énergie-là. Moins de CO2, plus d'économie. Ce combustible est en moyenne 2 fois moins cher que le gaz et 3 fois moins cher que le fioul. Le bois, nouvel or vert, avec un quart de sa surface boisée, la France est le 3e pays forestier d'Europe. Écologie toujours avec la création au Sénat d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Une commission d'enquête qui a été créée à la demande du groupe écologiste du Sénat et qui travaillera pendant plusieurs mois sur ce sujet.
Tout de suite, c'est l'heure de 24h Sénat, le débat. Et le débat du jour est consacré aux mesures pour lutter contre le terrorisme. François Hollande a reçu cet après-midi à l'Elysée des parlementaires pour en parler. Et au Sénat, le président de la commission des lois, Philippe Bas, a envoyé ses propositions au Premier ministre Manuel Valls. Mais elles ne font pas l'unanimité. Avant d'en débattre, voici les explications de Louis Sibyl. Après les attentats, les parlementaires ont été sommés d'agir vite. Vite pour renforcer la lutte contre le terrorisme. L'opposition joue le jeu et le montre avec ce coup de communication. Le président UMP de la commission des lois a envoyé une lettre au Premier ministre. À l'intérieur, des propositions générales peu détaillées. La première, c'est de créer de nouvelles incriminations. Exemple, aller sur des sites internet faisant l'apologie du terrorisme ferait l'objet d'une infraction spécifique. Autre infraction suggérée, le recrutement de personnes pour participer à des conflits. L'UMP veut aussi donner plus de moyens financiers et humains aux différents dispositifs. Un fort accent est porté sur les prisons, avec notamment plus de places et des quartiers séparés pour les terroristes. L'opposition préconise aussi de créer des centres de déradicalisation pour les djihadistes condamnés. Enfin, et c'est plus surprenant, l'UMP veut revenir sur la contrainte pénale, une peine de probation en dehors de la prison, défendue par Christiane Taubira. Selon Philippe Bas, il n'y a pas assez de moyens pour l'appliquer. Difficile de faire le rapport avec le terrorisme, certains membres de l'UMP se désolidarisent complètement de cette lettre, notamment la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. On n'a pas attendu qu'il y ait des attentats. Je commence à en avoir marre. On n'a pas attendu qu'il y avait des attentats. Ça fait 2 mois. On a commencé au mois d'octobre. J'aime beaucoup Philippe Bas, c'est un excellent garçon, mais je pense qu'il nous laisse sortir, nous, à la commission d'enquête contre le djihad, qui nous laisse sortir nos propositions. Beaucoup de ces propositions avaient déjà été lancées par l'UMP à la mi-janvier. Dans la lettre d'aujourd'hui, rien ne figure en revanche en matière de coopération internationale. Et pour parler de cet arsenal antiterroriste, j'accueille sur le plateau 3 sénateurs. Philippe Bas, vous êtes le président UMP de la commission des lois du Sénat. De l'autre côté de la table, j'accueille Marie-Christine Blandin, bonsoir. Vous êtes sénatrice du Nord et vice-présidente du groupe écologiste ici à la Haute Assemblée. Et à vos côtés se trouve Jacques Bigot. Vous êtes sénateur socialiste du Bas-Rhin et également membre de cette commission des lois du Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Bas, je me tourne vers vous. Vous avez écrit cette lettre au Premier ministre avec vos propositions et on voit qu'elles ne font pas l'unanimité. Même chez vous, à l'UMP, on a entendu Alain Gournac. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je n'ai entendu aucune critique venant ni d'Alain Gournac ni d'aucun membre de la majorité sénatoriale. Il y a le souci que les travaux de la commission d'enquête sur le djihad aillent à leur terme. Et c'est un souci bien légitime. Prenons les propositions que j'ai faites après avoir réuni plusieurs commissaires aux lois UMP qui ont travaillé avec moi comme une contribution à ce travail. Nous ne pouvons pas rester silencieux, nous, au Parlement, quand il s'agit de trouver le bon équilibre entre le renforcement des moyens d'action contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et de l'autre côté, la protection des libertés, car le Sénat, ne l'oublions pas, et l'Assemblée parlementaire qui est plus spécifiquement dédiée à la protection des libertés. On doit trouver le chemin. Et aujourd'hui, nous étions en effet à l'Élysée pour discuter du projet de loi sur le renseignement qui est préparé par le gouvernement à la suite des propositions de la délégation parlementaire au renseignement à laquelle j'appartiens. Et ce projet de loi, précisément, doit trouver les moyens d'adapter les formes d'action à la lutte contre le terrorisme, dans les conditions actuelles du terrorisme, tout en préservant les droits des citoyens. Et c'est vraiment la problématique que nous suivons. Monsieur Bigot, vous êtes également membre de la commission des lois. Déjà, est-ce que vous avez été consulté et partagez-vous ces propositions qui ont été présentées dans le sujet ? S'agissant de la réunion de cet après-midi à l'Élysée, elle avait prévu la loi sur le renseignement, qui émane d'ailleurs en grande partie de la délégation parlementaire, avec cet équilibre, comme l'a dit à l'instant Philippe Bas, qu'il faut trouver entre l'état de droit et la protection des individus, et en même temps la capacité de protéger l'État et de manière européenne de travailler sur ces questions et de protéger les acteurs du renseignement. Ce n'est pas simple. Mais les autres points, notamment, qui m'ont un peu surpris de la part de Philippe Bas dans la lettre adressée au Premier ministre, c'est notamment l'idée de
reporter la contrainte pénale, dont on sait que l'UMP n'était pas très favorable, et parallèlement d'insister sur le risque qui existe de prosélytisme dans les prisons. Donc on voit bien qu'il y a aussi un équilibre à trouver. La prison n'est pas toujours la solution, et on sait très bien qu'un certain nombre de jeunes, pour des faits mineurs, se sont retrouvés en prison, et malheureusement là, ont été l'objet de prosélytisme. Et c'est un vrai travail à faire dans les prisons. Marie-Christine Blandin, vous appartenez au groupe écologiste ici au Sénat. On sait que vous êtes adepte de la défense des libertés. Est-ce qu'il faut quand même un petit peu rogner sur ces libertés pour plus de sécurité après les attentats de janvier? Il faut tenir les deux choses. Vraiment, le terrorisme doit être fermement, radicalement combattu. Et c'est notre devoir de protéger les libertés. Ce serait une victoire du terrorisme que nous cédions à la peur et que nous allions à l'excès. Mais pour revenir aux propositions de M. Philippe Bas, il a la légitimité de son rang de président de commission choisi par ses amis. Donc voilà, il s'arrange avec eux. La commission d'enquête fera un travail très approfondi et des propositions que j'espère intelligentes et nouvelles pour nous aider. Mais dans la lettre de M. Bas, moi je retiens une lutte ferme contre tous les trafics d'armes européens et nationaux. Et je peux vous dire que là-dessus, on peut nouer un consensus. Sur tout le reste, j'ai des différends, mais alors ça, moi j'y tiens. Sur le renforcement des services de renseignement, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé, il va y avoir le texte qui va arriver très bientôt au Parlement. Là-dessus aussi, il y a un consensus, il faut mettre les moyens sur le renseignement. Monsieur Bigot. Ça paraît indispensable. C'est évident qu'on s'est bien rendu compte d'ailleurs que l'évolution du renseignement a déjà permis de déjouer un certain nombre d'attentats extrêmement graves. Moi j'en ai connu à Strasbourg qui ont été déjoués en plein marché de Noël, on le sait. Donc il faut renforcer les moyens du renseignement, mais en même temps, et ça a été le travail de la délégation parlementaire, avoir le contrôle démocratique sur l'organisation du renseignement. C'est cet équilibre qu'il faut trouver en permanence, et ça c'est vraiment le rôle que peuvent partager tous les républicains qui siègent au Parlement. Monsieur Bas, vous proposez, vous, d'allonger la durée possible des écoutes. C'est ça une de vos propositions? Alors, je crois que c'est sans doute une des propositions du projet de loi dont nous n'avons pas encore connaissance, mais le Sénat s'est régulièrement opposé à la possibilité de conserver les enregistrements sans les transcrire. Vous voyez, les écoutes qui sont faites pour des motifs de sécurité nationale, c'est une procédure totalement dérogatoire. Et c'est motivé par l'urgence. Si on n'a pas transcrit dans les 10 jours les écoutes, c'est que ce n'était pas si urgent que ça. Et quand le ministre de l'Intérieur nous réclamait au mois de décembre de porter à 30 mois la possibilité de conserver des enregistrements, nous avons dit non. Et je pense que le Sénat n'a pas changé d'avis, car précisément, allonger ces délais, c'est permettre au service de ne pas exploiter les renseignements qu'il a demandé de pouvoir constituer par la voie d'écoute qui serait illégale dans tous les autres contextes. Donc nous sommes très attentifs à ce point. Attendons de voir le contenu du projet de loi que présente le gouvernement. Nous sommes d'accord, et je l'ai souhaité, et je l'indique dans ma lettre au Premier ministre, pour une loi sur le renseignement. Ça ne veut pas dire que nous sommes par avance d'accord avec tous les éléments de cette loi. Et j'ajoute que nous avons aussi le souci de renforcer notre arsenal pénal sur certains points, même si ça n'est pas le point principal. Par exemple, la consultation régulière de sites Internet, le fait de recruter certains de nos compatriotes pour les envoyer en Syrie. Actuellement, ce n'est pas puni par la loi. Et nous voulons que la loi pénale prenne en compte ce nouveau type d'action. Nous voyons bien qu'avec les frères Kouachi, nous aurions pu avoir ces incriminations. Elles auraient peut-être été utiles bien en amont des attentats. Il y a un autre outil qui est débattu, qui est souhaité par le gouvernement, c'est la mise en place du système PNR qui, en gros, permet de ficher les déplacements dans les pays européens. C'est actuellement bloqué au Parlement européen, notamment par les députés européens écologistes. Je me tourne vers vous, Marie-Christine Blandin. Est-ce que ce programme PNR, il va trop loin dans le fichage des individus? C'est bloqué par les parlementaires européens de gauche, écologistes et démocrates centristes. Donc ça dépasse la sphère des écologistes. Simplement parce que le fichage de l'ensemble des personnes n'a pas de sens, puisque des gens soupçonnés pouvoir commettre des actes terroristes sont déjà suivis
et on a déjà tout le pouvoir de les repérer quand ils utilisent les transports aériens. Donc, ce qui est proposé, c'est le fichage de l'ensemble des personnes. Je vous rappelle que dans ces données, il y a les gens qui voyagent avec. Si vous passez par une agence de voyage, il y a l'hôtel où vous descendez, quand vous êtes parti, quand vous êtes revenu, si vous mangez halal, si vous ne mangez pas halal, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc voilà, les motivations existent, elles sont justes. On a déjà des outils. Mais vous parliez du renseignement, il n'y a pas que voter les lois, il y a l'efficience, il y a la qualité du travail interservice et il y a les moyens pour faire. Donc appliquons les lois, dopons les moyens et je pense qu'on pourrait déjà faire beaucoup mieux. Jacques Bigot, le gouvernement socialiste réclame la mise en place du PNR, vous y êtes favorable? Je pense que dans toutes ces situations, il faut trouver le bon équilibre, comme vous l'avez dit, Mme Blandin. Et il ne faut pas se laisser... Comme ça a failli être le cas sur la loi que nous avons votée en novembre, obligé par la contrainte des services qui disent il nous faudrait plus de moyens, et nous devons là trouver les régulations. Donc il faut les trouver, mais je pense qu'effectivement il y a un vrai problème sur le plan européen, sur le PNR. Alors jusqu'où faut-il aller? Je n'en sais rien. Le Parlement européen a son mot à dire sur ces questions, incontestablement. Peut-être que ce qui vient de se passer aussi en Hollande, au Danemark, va quand même peut-être interpeller davantage les parlementaires. Trouver ce juste équilibre face à une situation où l'Europe, beaucoup de pays démocratiques sont attaqués. Je rappelle que les données en question seraient intégralement communiquées aux USA, qui n'ont pas un système comme la CNIL pour protéger notre vie privée. Il y a aussi l'exploitation derrière de ces données. Philippe Bas? Je crois que, malheureusement, les événements récents ont fait mûrir les esprits. Il est indispensable de pouvoir connaître l'identité d'un certain nombre d'individus qui voyagent en saut de mouton pour se rendre au Proche-Orient dans des camps d'entraînement. C'est ça ce que ça veut dire, la directive PNR. Et donc, aujourd'hui, le Conseil européen qui s'est réuni la semaine dernière semble avoir fait évoluer les choses. Et j'attends du Parlement européen qu'il prenne ses responsabilités, tout à fait d'ailleurs en prenant en compte les impératifs de protection des libertés. Mais il y a un impératif aujourd'hui prioritaire, c'est l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, il faut s'en donner les moyens, dans le respect du droit bien sûr. Le compte des services de renseignement évoque désormais 1300 Français qui auraient rejoint l'État islamique ou seraient en train de le faire, soit le double d'il y a un an. On a l'impression qu'on n'arrive pas à stopper l'hémorragie. Marie-Christine Blandin. Écoutez, quand on veut lutter, endiguer un phénomène comme ça, il faut vraiment bien connaître, alors les chiffres en font partie, mais il faut agir sur tous les leviers. Moi, mon champ, c'est l'école. Le Conseil supérieur des programmes développe vraiment des propositions intelligentes sur la morale civique, laïque, etc., sur l'enseignement du fait religieux, qui fait partie de vos propositions. Et notre groupe a posé... Il y a plusieurs sujets sur lesquels, en réalité, vous êtes d'accord. Tout à fait. Et autant de fermeté sur ceux la sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et la fermeté dans la lutte contre le terrorisme. Et notre groupe a posé d'ailleurs une question sur la formation des imams. Moi, mon souci, c'est les jeunes pousses. C'est ceux qui n'ont pas encore envie d'être terroristes et qui doivent se sentir bien dans notre école, dans une société inclusive, afin qu'il n'ait plus d'oreilles pour les chantres de l'effroi et du meurtre. Vous savez, il y a seulement la moitié des djihadistes venus de France qui sont identifiés avant leur arrivée en Syrie. Ça montre quand même l'écart qu'il y a entre nos renseignements et la réalité. 1850 Français partis en Syrie. 1850 djihadistes partis à l'étranger, 1400 qui sont en Syrie, 450 qui y seraient toujours, 83 Français décédés en Syrie dans ces camps d'entraînement. Et ces chiffres augmentent. Et donc, vous n'allez pas rester les bras croisés devant ce phénomène. Chacun de ces individus est une grenade en puissance. Justement, on entend donc il faut être quand même très attentif au développement de la qualité de revoir les règles et de la répression. Revoir les règles de Schengen, est-ce que c'est aussi un outil pour lutter contre le départ de ces djihadistes ?
il est certain que les accords de Schengen ne sont pas respectés comme ils devraient l'être par tous les pays membres. Et se posera donc, tôt ou tard, la question de savoir si on revient sur ces accords ou si les pays qui ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires sont sommés de les mettre en œuvre. La libre circulation en Europe pour nous tous, c'est formidable, mais il faut naturellement qu'en contrepartie de cette libre circulation, il y ait un contrôle aux frontières qui soit véritablement renforcé. Ce n'est pas le cas suffisamment aujourd'hui. Revoir les règles de Schengen, on l'a souvent entendu du côté de l'UMP, c'est plus récent du côté du PS. Monsieur Cazeneuve l'a évoqué, Monsieur Bigot, qu'en pensez-vous ? Je pense que ce n'est pas que les règles du Schengen. Si vous voulez, d'abord, le phénomène n'est pas récent. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut l'endiguer. Il y a effectivement, comme l'a dit Madame Blandin, ce qu'on peut faire, mais très en amont sur les générations futures. Et puis, ce qu'on doit faire aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de familles, ce qui a été voulu par la loi du 13 novembre dernier, dont les décrets d'application sont sortis très vite, pour effectivement pouvoir... C'est déjà extraordinaire d'arriver à interdire à un ressortissant français, sur le signalement donné par ses parents et en raison de soupçons qu'on peut avoir, de quitter le territoire national et ensuite de faire un travail avec lui et sa famille pour qu'il ne soit pas... Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on prend aujourd'hui la mesure de l'ampleur de choses qui sont nées depuis quelques années et sur lesquelles on n'a pas mesuré à quel point effectivement l'État islamique et d'autres cherchent sur les territoires qu'ils attaquent. Ça s'est passé de la même manière au Danemark. On cherche sur les territoires de nos États des gens qui vont mal, qui sont pas bien et qui sont susceptibles de rentrer en guerre contre leur propre État. C'est compliqué et je pense qu'on est en train de mesurer à quel point il faut agir et je crois que le gouvernement essaie d'agir vite et le président de la République a encore donné des signes aujourd'hui d'une accélération par rapport à la proposition qu'a fait la délégation parlementaire sur le terror et sur le renseignement. Marie-Christine Blandin, il y a aussi la réponse pénale. La prison est-elle finalement la solution alors qu'on entend que certains détenus s'y radicalisent, finalement que c'est là que naît leur désir, voilà, ça a été le cas pour les frères Kouachi. Alors, M. Bas propose plus de places de prison, des cellules de déradicalisation. Quelles sont les solutions finalement ? On a un accord, les prisons sont surpeuplées et il y a une radicalisation qui s'y fait, qu'il faut à tout prix couper. Je n'ai pas les mêmes solutions, moi je ne fais pas plus de places de prison. Je trouve d'autres peines et j'en sors les prévenus. L'isolement, par contre, des djihadistes me semble une proposition intéressante, de même que les visiteurs de prison et les imams qui vont en prison méritent aussi de bénéficier d'une formation. Très rapidement, tous les trois, est-ce qu'il y a encore une unité nationale sur ce sujet de la lutte antiterroriste ? Monsieur Bas ? Il y a une unité nationale dans la volonté d'améliorer les moyens et des différences d'appréciation sur la façon de faire. Mais c'est parce que le dialogue est libre entre nous que nous allons trouver les bonnes solutions. Jacques Bigot ? Oui, mais je crois par exemple sur la question des prisons, nous savons que les prisons sont surpeuplées, ça fait des années qu'on parle de la création de prisons. L'UMP, quelques semaines avant l'élection présidentielle, a dit une loi de programmation des prisons. C'est évident qu'il faut faire des choses dans les prisons, qu'il faut effectivement ne pas penser que la prison est la seule solution. C'est toujours un équilibre à trouver. L'ensemble de ce débat est loin d'être terminé. Évidemment, nous en discuterons. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et son club d'éditorialistes. Pour ma part, je vous retrouve demain à 19h. Excellente soirée à toutes et à tous sur Public Sénat.